Vous pouvez consulter le site de Radio Galilée, c'est au www.radiogalilée.com. Vous y trouvez des informations sur la programmation et le nom des invités que je reçois le mardi. Vous pouvez consulter vos émissions ou écouter plutôt vos émissions en direct ou les réécouter à la carte. C'est un site facile à consulter que je vous recommande à tous et à toutes pour vous tenir à jour. Mon invité aujourd'hui, il est diplômé en droit et en philosophie. Il tient régulièrement des chroniques d'opinion sur des sujets de l'actualité. Ça ressemble à quelque chose que vous devez connaître. Il a collaboré, entre autres, à l'émission de Denis Lévesque à TVA, au Journal Métro à Montréal. Je l'ai rencontré au Salon du Livre de Québec. Je dois vous avertir que les conditions de l'enregistrement n'étaient pas optimales. Je m'en excuse, mais quand même, je vous présente le résultat de cette rencontre, somme toute, assez agréable. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour. Permettez-moi de réduire au minimum votre feuille de route. Impressionnant CV, Frédéric Bérard, avocat, diplômé en philosophie de l'Université Laval, professeur, auteur, membre de la Fédération des journalistes du Québec, chroniqueur, conférencier ici et en Europe. Vous avez été sur le conseil d'administration de l'Office de la langue française. Il y a quelque chose de marathonien dans votre façon de fonctionner. Est-ce que vous êtes sportif? Non, en fait, j'aime beaucoup le sport à titre, d'amateur classique qui se promène d'un stade à l'autre. Est-ce que j'aurais intérêt à en faire moi-même davantage? Très clairement, comme vous pouvez voir. En dehors de tous ces emplois que vous occupez, quels sont vos loisirs? Mes loisirs? Oui. Je suis, ça va être une drôle de réponse peut-être, mais je suis un ami des animaux. Vous avez des chiens? J'ai 2 chiens et c'est 2 chiens, c'est assez classique, mais j'ai aussi 2 cochons. Georges pour George Orwell et Albert pour Albert Camus. Ce sont des cochons domestiques. Puis j'ai 2 chats aussi maintenant avec ma copine. Enfin, c'est une énorme ménagerie. Alors, je vous dirais que dans mes loisirs, lire avec mes animaux dans les bois, parce que j'habite notamment à Saint-Michel-des-Saints. J'ai un chalet là-bas sur le bord de l'eau. C'est franchement un des hobbies, si je peux dire ça comme ça, par excellence pour moi. Vous me permettrez de dire que j'ai l'impression que vous tirez sur tout ce qui bouge. Ah oui? Vous allez dans toutes les directions de la société. Avez-vous une ligne d'observation de votre tir qui fasse que quand vous abordez un sujet, on pourrait à peu près savoir de quel côté vous allez pencher? Ouais, je suis pas très subtil ni très imprévisible, ça je vous l'accorde. Puis je m'en cache pas, hein. J'assume tout ce que je dis, tout ce que j'écris, ce qui empêche pas que je puisse me tromper, là, ça va de soi. Le dénominateur commun de tout ça, je vous dirais, c'est l'injustice, honnêtement, à mon sens. C'est l'avocat qui parle, là. En fait, vous savez quoi? Je suis devenu avocat vraiment par défaut. Ça m'a jamais tant intéressé de le devenir. C'est une profession que j'aime bien, ça va, c'est sympathique et tout. Mais tant aussi longtemps qu'il y a une injustice à combattre. Et quand je parle d'injustice, je parle pas nécessairement obligatoirement du classique de la veuve et de l'orphelin, bien que ça en fasse partie, mais aussi de dénoncer le mensonge, de dénoncer la fourberie, de dénoncer la bêtise, de dénoncer l'espèce de manière qu'on a maintenant, de propension qu'on a d'un point de vue politicien à vouloir maquiller les preuves, essayer de dire un peu n'importe quoi, et puis essayer de faire adopter la cassette populiste, quoi, essentiellement. Et ceci vous l'avez constaté, je présume, là, vient me chercher au plus profond de mes tripes, et je ne fais pas exprès, hein. C'est pas un spectacle que je donne. Mes amis vont vous dire que ça me fait plaisir de l'entendre. Je pense que je suis exactement la même personne en privé qu'en public, et ça vient avec des qualités, mais aussi beaucoup de défauts. J'ai jamais joué de jeu dans les médias, j'en joue pas, ça m'intéresse pas. Par contre, je crois, puis je le fais naturellement, mais je crois que, c'est pas à moi de le dire évidemment, mais qu'on doit sortir de cette torpeur actuellement qui est celle de beaucoup trop de gens, à mon sens, veulent faire du média ou du bouquin ou peu importe quoi, pour pas trop déplaire. Faut être gentil, faut être consensuel parce que c'est important. Ce qui fait en sorte qu'on a la langue de bois, il y a absolument rien qui se dit, et la justice se propage à une vitesse intersidérale. Supposons qu'on imagine une semaine où, dans l'actualité, arrive la nouvelle à l'effet que les médias sociaux, les tablettes, les écrans
c'est catastrophique pour la jeunesse. On apprend qu'un homme d'un certain âge, lourdement handicapé, est mal reçu. Dans une certaine façon, il reçoit pas les soins dont il aurait besoin dans un centre hospitalier où il se présente. Et on apprend que le premier ministre du Québec aurait l'idée d'un référendum sur l'immigration. Vous avez à faire une chronique. Lequel des trois vous choisissez? Quelle belle question. Les écrans, moins parce que je m'y connais pas, pour être honnête. Bon, je veux dire, faudrait être un peu stupide pour croire qu'il n'y a pas un impact délétère, là, on s'entend bien, mais ce n'est pas ma tasse de thé, là, je laisse ça aux spécialistes. Le référendum sur l'immigration, lui, vient me chercher drôlement, évidemment, parce que ça, on parlait d'injustice, de fourberie, c'en est une. Puis quand je parle de fourberie, c'est pas au sens fort du terme. Tout le temps, on s'entend bien, mais quand je parlais de maquiller un peu la réalité, en connaissez-vous un État fédéré dans le monde qui a tous les pouvoirs en matière d'immigration? Ça n'existe pas, là. C'est de la poudre aux yeux, c'est ridicule. Pensez-vous que François Legault va émettre des passeports canadiens? Je veux dire, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et la réalité, c'est que cette histoire-là est absolument faussée du fait que on part de la prémisse que les immigrants sont dangereux pour le français. Jean-François Leberge le dit encore récemment sur les réfugiés et ainsi de suite. L'autre sujet qui viendrait me chercher, par contre, en fait pas par contre, mais aussi, peut-être plus, c'est celui de du pauvre homme en situation de handicap. J'ai un grand ami qui s'appelle Laurent Morissette. Oui. C'est parce que ce que j'allais dire, c'est que ça me rend émotif parce que Laurent Morissette, qui est un frère pour moi, il est en situation de handicap. Puis je pleure pas parce qu'il est en situation de handicap, mais c'est un des grands leaders du Québec sur la question. S'implique notamment au Réplique, partout sur les médias sociaux. Et Laurent m'a fait réaliser l'ampleur de l'injustice subie par les personnes en situation de handicap. Et cette histoire-là, je vous avoue bien franchement que j'ai à peine osé la regarder tellement ça vient me chercher. Comment une société riche comme la nôtre, en 2024, parce que oui, nous sommes une société riche, là, il suffit de sortir du Québec, se promener un peu pour le réaliser. Comment une société riche comme la nôtre, en 2024, puisse accepter un traitement du genre. Et ces gens-là, qui sont, et je prends l'exemple de Laurent, d'une intelligence, et je pèse mes mots là, d'exception, un moteur pour la société, se font barber par nos institutions publiques, parce que on sait qu'ils sont vulnérables, entre guillemets, dans l'optique où ils vont pas sortir médiatiquement parlant, les gens s'en fichent. Et ça, quand on parle d'injustice, comme ce que je vous disais d'entrée de jeu, ça vient franchement me chercher et je vous dirais que la chronique serait probablement rédigée sur ce site. Ça devrait être sur ce sujet-là. Est-ce que vous vous considérez, Frédéric Bérard, comme un lanceur d'alerte? Je sais pas, peut-être, mais faut croire que je suis pas très bon, hein, parce que pas... Vous n'arrivez pas à faire bouger l'aiguille? Faut croire qu'il n'y a pas beaucoup d'impact à ce que je dis. Il y a une apathie ultra généralisée. La fenêtre se déplace toujours davantage vers l'absurde. Vous avez un candidat à la présidentielle américaine qui a cité 6 fois Hitler en 2 mois, et puis personne réagit. C'est lui. C'est Trump, hein, c'est pas grave. Non, mais imaginez-vous, n'importe quel candidat à la présidentielle citer Mein Kampf sans conséquence il y a de ça 10-15 ans à peine. Ça aurait été le feu, là. Et là, aujourd'hui, on l'accepte. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, il y a absolument jamais rien de grave. Il y a jamais rien de problématique. Arrive un moment donné où je crois que les démocraties occidentales sont réellement en danger actuellement. L'extrême droite est au pouvoir en Europe, dans plusieurs pays, est aux portes du pouvoir dans la plupart des autres pays. Et ce qu'on nous répond, c'est oui, mais l'extrême gauche. Moi, j'aimerais bien qu'on me définisse, c'est quoi l'extrême gauche? Et 2, où vous voyez un impact délétère concret de l'extrême gauche, là, à part peut-être les 2 d'Hochelaga qui ont fait un graffiti sur un poste de police la semaine dernière. Je la vois pas, moi, l'extrême gauche en Occident. Dans les universités, oui, OK, ça va. Dans des bouquins, bien sûr. Mais au pouvoir, quel pays occidental est aux prises avec l'extrême gauche à ce moment-ci? J'en vois pas. Et le classique, vous savez, puis il y a un lien dans tout ça, là. C'est que Trump encore disait la semaine dernière, il va y avoir une guerre civile aux États-Unis, mettant aux prises des républicains et les wokistes d'extrême gauche, donc représentés par Obama. Mais c'est parce que c'est une construction
politicienne de A jusqu'à Z qui tient pas la route, et puis ça fonctionne. Moi, on me traite souvent de communiste. Je suis un communiste, mais ça sort d'où ces conneries-là? Et on revient à l'époque du McCarthyisme, et ce même candidat-là promet une guerre civile, publie des photos sur ses réseaux sociaux de Joe Biden ligoté, bâillonné dans une boîte de véhicule. Et puis, c'est pas grave, hein, c'est Trump, mais c'est de toute beauté. Alors moi, j'ai beau répéter cette cassette-là ad nauseam, très clairement, il n'y a absolument rien qui se passe. Puis moi, je me couche le soir, je me dis, qu'est-ce que je vous dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est tout. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que vous faites pas bouger les choses, et pourtant, la revue Les Libraires vous considérait en 2016 comme l'un des 10 essayistes de moins de 40 ans qui pouvaient transformer le Québec. Vous avez fait vos recherches, c'est bien. Je sais pas, j'ai de l'influence. Puis vous savez quoi? Je m'arrête pas vraiment à ces choses-là, honnêtement. Je veux dire, j'imagine qu'on fait ces choses-là pour être capable de faire bouger des trucs. C'est ce que j'essaie de faire, de toute évidence. Mais d'évaluer ce succès-là est très, très, comment je dirais dire, est très, très abstrait. C'est très difficile de le quantifier. Puis je vous dirais franchement qu'il faut pas s'arrêter à ces trucs-là. Moi, je fais ce que je pense que j'ai à faire, avec un succès nécessairement très mitigé. Mais encore là, on s'en fiche. L'important, c'est pas ça. Vous savez qu'Albert Camus disait qu'il y a deux types d'humains. Hein. Il y a ceux qui espèrent en la condition humaine, et ceux-ci sont des fous. Et ceux qui désespèrent, et ceux-ci sont des lâches. J'ai décidé d'être un fou, essentiellement. Bon, c'est un bon choix. Paru chez Somme Toute récemment, au cours de l'hiver, votre essai « On nous tuera doucement ». Chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales, en sous-titre de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui rassemble un certain nombre des chroniques que vous aviez écrites pour le journal Métro. C'est un journal qu'on retrouvait dans la région de Montréal. J'imagine que vous ne faites pas toujours... Bon, disons, c'est un journal populaire, c'est lu un peu par tout le monde, et particulièrement ceux qui prenaient les transports en commun. J'imagine que vous faites pas l'unanimité avec vos prises de position. Comment est-ce que vous réagissez à ceux qui s'opposent? Vous voyez, cette expression-là me fait rire un peu. Ne pas faire l'unanimité, qui l'a fait? Personne. Bon, de un. Deux, je suis tellement content de pas la faire. Parce que la pire chose, disait Churchill, qui pourrait vous arriver, c'est de faire l'unanimité. Si vous faites pas l'unanimité, c'est que vous avez des ennemis, mais si vous avez des ennemis, c'est parce que vous avez essayé de brasser des trucs, alors tant mieux. Bon, évidemment, il y a des manières de faire. Je répète, ça veut pas dire que j'ai raison ni dans la manière, ni dans le fond, sur le fond des choses, ça va de soi. Mais je considère essentiel cette nécessité, je considère essentiel cette volonté de brasser les cartes un peu et de ne pas tenter de tomber dans l'espèce de consensualisme très propre, comme plusieurs de mes collègues font parce qu'ils veulent garder leur job, parce que bon, évidemment, on peut survivre plus longtemps, médiatiquement parlant. Tant mieux pour eux, tant mieux pour elles. Je les critique pas précisément non plus. C'est un choix qu'on fait. Moi, j'ai jamais décidé de faire en fait, c'était pas une volonté pour moi de faire ni des médias, ni des bouquins. C'est un accident d'histoire. Je me destinais pas à faire ça du tout. Et quand j'ai commencé en 2011-12, je vous dirais, je m'étais fait une promesse à moi-même, qui était celle-ci. Le jour où j'écrirai, où je dirai un truc que je ne pense pas, pour le simple plaisir ou besoin de, bon, c'est mieux comme ça, alors je sortirai de la sphère publique, parce que franchement, c'est pas moi. Puis je répète encore, mais quand je me couche le soir, je dors bien, parce que j'ai fait ce que je pense que j'avais à faire. Mais dans certaines circonstances, bon, ta question de faire l'unanimité et de pas faire l'unanimité, on peut ne pas faire l'unanimité et ça reste relativement convivial, mais parfois quand on fait pas l'unanimité, on se fait attaquer. Oui. Et peut-être que vous avez eu quelques nuits à moins bien dormir. Non, ça me dérange Jamais. pas, ça. Ça me dérange pas du tout. Ben, évidemment, je fais pas exprès pour créer des conflits pour le plaisir d'en créer. Mais vous voyez, dans le bouquin, par exemple, j'ai deux de mes cibles, là, Lisée et Bocoté. Les gens me disent, ouais, là, comment tu fais? Alors. Il y a peu de chances que de ces deux personnages viennent des menaces, comme vous en avez eu. Des menaces, ouais, ben, j'en ai eu souvent, puis j'en ai encore. Mais bon, je veux dire, vous savez, aujourd'hui, l'univers politique ou la sphère publique, là, ça va ensemble, est tel que si vous essayez de faire quoi que ce soit et vous ne recevez jamais de menace, c'est pratiquement chez la menace. Et je suis pas en train de défendre le mécanisme, vous avez bien compris, mais fait maintenant partie, je dirais, du quotidien d'une personnalité publique. Et bon, c'est problématique, on se comprend bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, du fait des médias sociaux qui ont
parfaitement galvanisé cette espèce de haine de un de l'autre qui était jusqu'alors relativement discrète, hein, en quelque sorte. Attaquer quelqu'un publiquement, je sais pas moi, en 99, là, c'était plus compliqué. Là. Aujourd'hui, n'importe qui derrière un clavier dans son sous-sol peut profaner des menaces de mort. Bon, je vous dirais que ces gens-là, j'ai pas mal plus peur d'Ortega puis de Bolsonaro dans une favela qui tire sur tout ce qui bouge parce que c'est la directive présidentielle que Joe la banane sur Twitter déguisé en Barbara 62, si vous voulez mon avis. Lors d'une manifestation pour une cause, quelle que soit la cause et quelle que soit la manifestation, ce qui vous dérange, ce sont les amalgames. C'est-à-dire qu'une cause peut être fort louable, on a la permission de manifester, mais vient s'amalgamer à cette cause-là toutes sortes d'autres causes parallèles qui n'ont pas nécessairement... Et ça va du casseur jusqu'à l'évangélisme, pratiquement. Ouais, les amalgames, hein, ça aussi, ça vient avec une baisse du quotient intellectuel collectif, malheureusement. Il y a beaucoup de chroniqueurs très forts en gueule qui n'ont pas étudié grand-chose dans leur vie et ça paraît, hein, franchement. Je voyais juste avant de venir là, tout à l'heure, la mairesse Valérie Plante a publié récemment une bande dessinée, ce que j'ignorais. Il dit il y a une épidémie de crack à Montréal, puis la mairesse publie une BD. Bon, je pense qu'un jour il devrait y avoir un cours sur les sophismes enseignés à l'université intitulé À l'interstice de l'intersidéralité, parce que c'est absolument spectaculaire de dire des conneries du genre au quotidien, 6 fois par semaine ou à peu près. Et c'est sûr que ça fait diminuer ce quotient intellectuel, c'est absolument du n'importe quoi. Alors pour le reste, sur les amalgames, ben oui, nécessairement. Puis parlez-en aux musulmans, hein, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Aussitôt qu'il y a un attentat à travers le monde, on demande aux musulmans de s'excuser. Je sais pas, moi je suis catholique, mais non pratiquant, mais je suis catholique quand même. Quand il y a, je sais pas moi, un scandale en rapport à l'Église catholique, est-ce que quelqu'un me demande de présenter mes excuses? Non, je pense pas. Pourquoi? Ben parce que c'est quand même pas de ma faute. Alors je vois pas en quoi ce serait la faute de Fatima de Longueuil, ce qui est arrivé, je sais pas moi, X en Algérie. Donc bref. Vous avez de la difficulté entre cette séparation entre le nous et le eux? Énormément. Moi, vous voyez, c'est drôle parce que les gens me qualifient de fédéraliste parce que, oui, c'est un fédéraliste, un multiculturaliste. Or, la manière que je me définis, sur la question nationale, ma tête est pas claire encore. Je serais prêt à devenir souverainiste assez aisément, je pense. Mais à une condition. Puis là, ils disent, on n'a pas de condition à donner. Ben, moi, j'en donne une quand même. Si vous voulez faire l'indépendance pour mieux chasser des immigrants, je vais pas embarquer dans votre projet. Ça m'intéresse pas. Par contre, un projet souverainiste à la Jacques Couture, à l'époque, hein, qui était lui-même un grand catholique, vous l'avez peut-être connu. Il était un jésuite. Oui, et puis c'était un fervent, mais il n'y a pas eu beaucoup de ministres d'immigration plus inspirants que Jacques Couture. Rappelez-vous, les boat people vietnamiens, c'est lui et l'évêque qui ont mis de la pression sur Trudeau à Ottawa. Il dit, si vous les acceptez pas, on s'en fout. Nous, on va les accepter. Et Kim Thuy est débarqué d'ailleurs de ce bateau-là. Vous connaissez l'histoire. Tout à fait. Et à ce que je sache, René Lévesque était un souverainiste. Jacques Couture aussi. Jacques-Yvan Morin souhaitait l'abrogation de la disposition de dérogation dans la Charte québécoise pour ne pas nuire aux droits. René Lévesque disait des droits, ça s'enlève pas, ça se donne. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que on a déjà eu une autre vision, il y a pas si longtemps que ça, là, j'étais tout petit, mais quand même, une autre vision d'un Québec, non pas replié sur une espèce de nombril absurde, mais plutôt ouvert sur comment je dirais, sur un humanisme qui l'honorait. Et il y a moyen de combiner un et l'autre. Et c'est ça qu'on a perdu depuis quelques années. Donc, ça pour dire, le nous, le eux, comment le eux? Qui eux? Je dis, c'est qui ça? Puis on est... En tout cas, bref, vous voyez un peu où je m'en vais avec ça. Oui, Frédéric Bérard, vous avez écrit dans une chronique de février 2023. Oh, ça va être dangereux, ça. Ouais, mon Québec, il est complexe, pluriel et humaniste. C'est celui-là que j'aime. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le Québec présent est à la hauteur de vos attentes? Non, pas du tout. Regardez par exemple la question du droit au sol, hein, quand on refuse aux immigrants, aux demandeurs d'asile, le droit aux garderies subventionnées, qu'on leur refuse ceci, ça a pris l'intervention des tribunaux pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez-vous René Lévesque faire un truc du genre, Robert Bourassa, Lucien Bouchard. Mais on est tombé en bas de l'autobus, là. C'est grave, là, de faire des trucs. Et on contrevient aux conventions internationales. Êtes-vous optimiste pour l'avenir?
selon vous? En fait. En tout cas, vous êtes de bonne humeur. Ouais, je suis de bonne humeur, oui, j'ai pas le choix, hein, sinon je ferais une dépression. Mais c'est pas parce que je suis de bonne humeur que je suis optimiste. Je vous disais tout à l'heure, hein, la citation de Camus, on a le choix entre un fou et un lâche. Je sais pas si j'ai choisi comme tel d'être un fou, je me pose pas ces questions-là. Mais est-ce que si nous sommes réalistes, on peut se dire que voilà, tout va bien, on va passer un peu de papier sablé puis ça sera parfait? Non, c'est pas vrai. Les démocraties occidentales sont actuellement sous tutelle, ont été kidnappées. Le réchauffement climatique s'ajoute à ceci. L'ONU vous le dit, puis ça, c'est des chiffres qui ont été reconnus par la communauté scientifique. Il y aura 220 millions de réfugiés climatiques à travers la planète d'ici 2050, pas en 2050, d'ici 2050. Et ça, si on stoppait l'hémorragie immédiatement. Qui va payer le prix de ce réchauffement climatique? C'est pas les sociétés riches. C'est évidemment les sociétés plus vulnérables, par exemple plusieurs pays en Afrique. D'ailleurs, c'est déjà commencé avec l'érosion. Il y a des kilomètres qui se perdent à chaque décennie. Et en corollaire de tout ça, vous avez une montée de l'extrême droite où on vante des ministères de la rémigration. Le Royaume-Uni, qui a toujours été quand même un défenseur des libertés publiques, là, envoie des réfugiés en avion au Rwanda. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez l'Allemagne actuellement qui est aux prises avec des nazis au Parlement. C'est sorti encore la semaine dernière dans le Washington Post. Vous avez peut-être vu des nazis en Allemagne avec l'AFP, qui est le parti d'opposition qui devrait prendre le pouvoir éventuellement, qui veut foutre à la porte tous les immigrants du pays, même ceux qui ont leur citoyenneté. Mais c'est parce qu'on est en train de rejouer dans le même film, là. On est en 1933 et demi, là. Puis 34, c'est dans 6 mois. Alors, non, je suis pas optimiste. Par contre, est-ce qu'on a le droit de baisser les bras? Non, je pense pas non plus. J'ai une fille de 22 ans, puis ne serait-ce que pour elle et pour sa génération, hein, il va falloir se battre jusqu'au bout. En mars 2023, Frédéric Bérard, vous avez publié aux éditions Saint-Jean « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». Ouais. Pour ce faire, vous vous êtes même infiltré à l'intérieur de Guantanamo. Est-ce que c'est pire que ce qu'on peut imaginer? Ça l'est. J'ai été... quand je suis revenu de Guantanamo, je vous dirais que je suis tombé dans un trou noir au sens figuré, évidemment. J'en ai eu pour... C'est beaucoup mieux maintenant. Mais vous voyez, ça va faire 2 ans cet été. J'ai un trou noir, absolument. Parce que... Et puis j'ai pas été torturé, évidemment. Bon, ils m'ont menacé un peu de rester là-bas, que je pourrais plus repartir, puis que j'étais surveillé à temps plein, puis surveiller mes trucs. Bon, ils m'ont fait la totale. Là, la totale. Pas la totale parce que bon, j'aurais pu me torturer au sens fort. Mais bon, j'étais là parce que j'avais une raison d'y être. Je voulais voir l'ennemi de l'intérieur, la bête de l'intérieur. J'étais très chanceux parce que je suis sorti avec un paquet d'informations que j'aurais pas pu obtenir autrement. Par preuve, ça faisait 6 ans et demi que je travaillais sur le projet, puis j'avais jamais mis la main sur ces informations-là. Mais ouais, je suis sorti de là un peu... en fait, si l'injustice vous affecte, vous pouvez pas aller à Guantanamo puis vous en sortir indemne. Et celui qui m'avait dit ça, en fait, pas dans ces mots-là, mais ça revenait à ça, c'est Denis Sedney. C'est un très grand homme qui est décédé récemment en février ou en janvier. C'était l'avocat d'Omar Khadr. Puis rappelle-toi de ceci. Si tu vas à Guantanamo, tu vas y rentrer, puis quand tu vas en sortir, tu seras plus jamais la même personne. Et il y a rien de positif là-dedans. Et vous savez quoi? Je pense qu'il avait raison. Les tortionnaires dont vous parlez, d'Omar Khadr, sont toujours en liberté? Bien sûr. C'est Stephen Harper qui est le tortionnaire principal dans ce cas-ci. Vous parlez de pas faire l'unanimité, vous voyez, ça me fait énormément plaisir de pas faire l'unanimité avec ces gens. Stephen Harper est le premier responsable de cette histoire-là parce que comment je vous dirais, la trouvaille clé que j'ai pu faire en allant à Guantanamo, que j'avais pas réussi à faire avant, c'est que les Américains n'ont jamais eu l'intention de faire condamner Omar Khadr, et mieux que ça, ils ont même jamais eu l'intention de l'accuser, imaginez donc. Jamais. Ce qu'ils pensaient faire, c'est le classique, c'est-à-dire, on envoie le jeune à Guantanamo, on lui chauffe les oreilles, son père est un ami de Ben Laden, ni plus ni moins un de ses bras droits, en tout cas, et sachant évidemment que c'est un enfant soldat, une coupe de baffe, torture et tout, il va parler, bien évidemment.
Et le Canada va lever le drapeau, dire OK, ça suffit, ramenez-moi mon enfant soldat. Et puis voilà. La réalité, c'est quand ils sont arrivés pour faire ça, comme ils ont fait pour la plupart des ressortissants étrangers, hein, ça vous le savez, en France, en Belgique, un peu partout. Mais pour faire une histoire courte, tous les ressortissants de Guantanamo ont été rapatriés, en fait expulsés dans leur pays d'origine, ni plus ni moins, sauf Kader ou à peu près. Là, je me dis, mais c'est pas possible, ça. Et la réalité, c'est que les États-Unis voulaient le retourner, mais c'est Stephen Harper qui voulait pas. Et ça, je l'ai su parce que, notamment, Hillary Clinton est allée dire, maintenant, on veut le retourner, votre client, au Canada, mais votre premier ministre veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et quand j'ai sorti cette révélation-là, c'était dans le Globe and Mail de mars 2023. Je m'attendais à ce que Stephen Harper réplique pour dire c'est qui ça, Bérard, il dit n'importe quoi, parce que le journaliste tenait absolument à voir sa version. J'ai dit, il me semble qu'il y en a eu assez de versions d'Harper depuis 15 ans, c'est pas si grave s'il n'y en avait pas pour une fois. Il dit non, j'y tiens. J'ai dit OK, ça va. Eh bien, vous savez, ça a été quoi la réponse de Harper? Je n'ai jamais caché mon refus de rapatrier ce terroriste. En d'autres termes, ce n'est même plus un secret. Il s'en vante. C'est à cause de lui que l'enfant soldat n'a pas pu être rapatrié. Puis c'est pas ce qu'il nous disait à l'époque. Évidemment, il disait, c'est un terroriste, il est accusé de crimes graves. On voyait évidemment le classique. Au moment où, je change complètement de sujet pour terminer, au moment où Félix Rose sort un documentaire sur Offenbach et Corbeau, vous êtes, à vous préparer à publier quelque chose sur Offenbach. C'est un loisir, ça? Ça fait du bien de parler à des journalistes préparés. C'est fantastique, merci. Oui, j'ai bientôt fini, je sais pas, là, je suis rendu après le premier spectacle de 1980. Je suis l'avocat de Jean Gravel, Johnny, un des cofondateurs avec Jerry, puis on a ce projet-là depuis maintenant l'été dernier. Qui avance très bien. On a, je sais pas, pas loin de 200 pages bientôt. Et Félix, je lui ai parlé. Et oui, je savais. Puis j'ai reçu les liens. J'ai commencé. Là, je dois compléter ça en fin de semaine. Oui, c'est un loisir. Je suis musicien. Aussi, j'ai eu un groupe pendant un petit bout de temps. Là, pas, évidemment, rien à voir avec Offenbach, mais beaucoup d'amour et d'admiration pour ce groupe-là qui a inventé le rock en français, qui a été le premier à jouer au Forum, hein, dans la salle semi-complète. Ils l'ont fait 4 fois. Et c'est un groupe complètement dysfonctionnel, comme beaucoup de band rock, vous me direz, mais dans ce cas-ci, là, c'était vraiment particulier. Et en filigrane, l'évolution de la société québécoise dans des années d'effervescence assez spectaculaires, hein, les années 70, le référendum de 80, jusqu'en 85, et vous avez toute cette espèce de métamorphose sociétale, et vous avez des acteurs qui jouent dans une pièce pour laquelle ils ne connaissent même pas le scénario au final. Ils le construisent au fur et à mesure. Sans le savoir. Oui. Frédéric Bérard, merci beaucoup pour cet entretien. Bonne continuation et bon salon. C'est moi qui vous remercie. C'était franchement très agréable et fantastique. Merci. Merci bien.